À 20 ans, Marc Rougier est victime d'un accident de moto. Et grâce à son assurance, il se retrouve avec un chèque de 5000 francs en poche. Et au lieu de se racheter une moto, il prend un billet d'avion et il s'envole vers le Canada. C'est là où il découvre l'entrepreneuriat. Sa vie n'est ensuite qu'une succession de créations d'entreprises, de voyages, de prises de risques ou plutôt d'aventures. Marc Rougier, bonjour. Alors, on va commencer par évoquer votre parcours rapidement parce que ça va nous éclairer un peu sur Bonjour. votre... C'est vraiment un endroit magnifique, hein. Vous avez fait vraiment un super job. Je vous attendais dehors au soleil, là, en plus j'ai rencontré Catherine Destivelle, qui est une héroïne qui elle sait ce que c'est que du risque. C'est cette personne qui grimpe à main nue à Chamonix, dans des altitudes incroyables. C'est pas le sujet. Oui, moi je suis arrivé au Canada à 22 ans, un petit peu par hasard ou un petit peu par chance. Oui, j'ai eu un accident de moto, donc j'ai eu cette chance. Je suis arrivé là-bas, j'étais étudiant, je n'avais aucune autre ambition en fait que de découvrir un petit bout de monde. Moi mon rêve c'était de voyager. Mais là-bas, j'ai fait une rencontre totalement déterminante qui a changé ma vie. J'ai rencontré des entrepreneurs. Alors moi, je venais de France à l'époque et pour être entrepreneur, je pensais qu'il fallait être soit fils d'entrepreneur, soit fou allié, soit peut-être super-héros, mais ça me paraissait totalement inaccessible. Et j'ai découvert là-bas qu'être entrepreneur, en fait, c'est naturel. En fait, pour être entrepreneur, il faut 3 choses. Il faut une idée, il faut une envie, et il faut un petit peu de détermination. Ça m'a totalement fasciné. J'ai décidé de rejoindre cette guilde mystérieuse et fascinante. J'ai laissé tomber l'université et j'ai monté ma première boîte au Canada. Alors ça n'a pas été le succès commercial ou capitalistique dont le siècle se souviendra, mais c'était une expérience totalement unique et surtout ça m'a inoculé ce virus de la création avec lequel je vis depuis. Donc ensuite j'ai rejoint Thales, groupe grâce auquel j'ai pu enfin voyager et travailler dans une douzaine de pays, rencontrer des entrepreneurs de styles, de cultures et d'environnements totalement différents, mais le virus m'a rattrapé. J'ai tout laissé tomber, je suis reparti à zéro et j'ai monté une autre société, Meiosis, avec mon ami Marc Vertès. Et là, nous avons osé nous attaquer à une problématique hyper ardue d'informatique. Je vous passe les détails techniques parce que si Excel est compliqué, ça c'était vraiment hyper compliqué. Ça s'appelait la virtualisation d'applications. On s'est battu pendant 5 ans. En passant, ça a été financé par du capital risque et je souligne et salue l'audace et la vision des investisseurs qui nous ont suivis. On s'est battu pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, on a déposé 23 brevets, on a résolu le problème, on a signé des accords stratégiques avec des clients américains et IBM a acquis la société considérant qu'effectivement il y avait une grande valeur ici. J'ai passé 2 ans à IBM, société magnifique, mais le virus a encore frappé. Et donc je suis reparti et là avec un autre ami, Ludovic Lemohan, j'ai monté une autre société qui s'appelait Goodjet. Là ce que nous avons osé faire, c'est nous attaquer à la convergence web mobile. Nous avons créé le premier média social pur mobile. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on proposait aux gens d'accéder à l'internet à partir de leur téléphone via des petites applications, vous savez, des choses qu'on appelle des widgets. C'était bien avant l'iPhone, c'était bien avant Android, c'était avant même l'existence de forfaits illimités de la part des opérateurs mobiles. En d'autres termes, c'était bien avant Free, on n'avait pas encore Free, mais on avait déjà tout compris. On a lancé Goodjet, ça s'est bien passé, très belle croissance d'audience, mais malheureusement, un autre entrepreneur, également audacieux, mais immensément plus talentueux et plus puissant, a osé s'attaquer à notre sujet. Il s'appelait Steve Jobs. Son idée, pour répondre à la question, c'était l'iPhone. Alors, on était très fiers parce qu'on pensait avoir eu une bonne idée, mais ça a plus ou moins sonné le glas de l'ambition de Goodjet. Bon, on n'a pas baissé les bras, c'est pas grave, on s'est relancé. Et donc, avec mon autre associé, Guillaume de Cugis, on a relancé encore un autre projet qui s'appelle Scoopit. Scoopit, c'est une plateforme de publication par curation. Donc ça attaque encore les médias sociaux. Cette fois-ci, ce à quoi on ose s'attaquer, c'est l'organisation du web. C'est le terrain de jeu, ou plutôt le champ de bataille sur lequel Google et Facebook s'affrontent. L'organisation du web est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Et là, tu viens de dire un mot, curation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Moi, je pense que tout le monde connaît la curation. Dans la curation, c'est une grosse évolution du web. C'est un mot d'origine anglaise. Quand on parle de curation dans le web, on parle de museum curator. C'est le commissaire d'exposition, la personne qui sélectionne les meilleures pièces, qui les met en œuvre et qui les expose. Mais les Anglais eux-mêmes, ils ont eu ce mot de Guillaume le Conquérant, que eux appellent Guillaume le Bâtard. Curation, en fait, c'est un mot français qui veut dire soigner et prendre soin. Donc la curation, c'est quoi ? C'est tout simplement la sélection, l'édition et le partage de contenus existants. Moi, je dis prendre soin du contenu d'autrui. Concrètement, Scoopit, ça ressemble à quoi ? Alors Scoopit, c'est une plateforme de publication, donc ça aide les gens à s'exprimer sur le web. Ça ressemble un petit peu à ce que sera la prochaine génération de blogs ou la prochaine génération des médias. On propose à tout un chacun, tant individu qu'entreprise par ailleurs, de trouver sa voix sur le web et de se faire le passeur, l'éditeur en chef de magazines qui va faire en collectant les meilleurs contenus sur des sujets de passion, des sujets de prédilection ou des sujets d'expertise. En fait, ça aide les gens à s'exprimer, à se faire connaître et reconnaître sur le web, et en particulier le web dit social 2.0, où on sait que c'est un immense brouhaha et c'est assez difficile de se faire entendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans créer de contenu, on peut devenir notre propre rédacteur en chef sur une thématique donnée. Voilà, tout à fait. Ce qui est important quand on s'exprime, c'est pas uniquement notre capacité d'écrivain, mais c'est surtout la passion ou l'expertise qu'on va mettre sur un sujet. Nous, ce qu'on propose, c'est aux gens ou aux entreprises qui ont envie ou qui ont besoin de se faire entendre, de se faire connaître,
connaître, d'acquérir une réputation sur le web. Si vous êtes écrivain et que vous avez le temps, la patience, le talent, le savoir-faire technique d'écrire, c'est très bien. Mais sinon, si vous avez une réelle passion, un réel savoir, devenir le passeur, l'organisateur, le découvreur du meilleur contenu et d'offrir ce contenu à la communauté, c'est extrêmement vertueux. Scoopit aujourd'hui, c'est combien d'abonnés, combien de visiteurs? Alors on a ouvert Scoopit l'année dernière, l'offre commerciale date de novembre, et aujourd'hui nous avons déjà 3 millions de visiteurs, une croissance mensuelle à 2 digits, et on couvre à peu près tous les pays. Aux dernières nouvelles, on n'avait toujours pas de curateur ni au Soudan ni au Kyrgyzstan, mais sinon à peu près tous les autres pays. Donc lancer un média social en France, aujourd'hui, c'est possible? Non, honnêtement, lancer un média social en France, c'est absolument pas possible. Non, moi j'ai quelque chose que j'aimerais proposer aux politiciens, c'est que je pense qu'en France, on devrait lancer uniquement des fromageries et des parfumeries, c'est-à-dire des domaines industriels dans lesquels on a un leadership traditionnel et établi de longue date. Et puis on devrait acheter toutes nos voitures en Allemagne et laisser les Chinois s'occuper de l'avenir de cleantech, et bien avant, laisser les Américains définir le web. Mais bien évidemment que c'est possible. Moi je pense que la plus grande question, c'est pas de savoir si c'est possible, la première question, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de ne pas lancer de médias sociaux en France. Moi, je pense que l'avenir est fait d'inconnus, c'est même sa meilleure définition. Que se lancer un média social, se lancer dans le numérique, se lancer dans le web, c'est très difficile car il y a une concurrence mondiale et en particulier un leadership américain qui nous écrase depuis des années. Mais il n'y a pas que dans le web, il n'y a pas que dans le numérique, ça concerne les biotech, ça concerne l'énergie, ça concerne tous les pans qui feront en fait l'industrie de demain. Et c'est très important qu'on s'y lance. Alors vous faites beaucoup de conférences et il y a à chaque fois énormément de personnes qui viennent vous demander à la fin mais est-ce que je peux prendre le risque de lancer cette société? Et je crois que vous avez une réponse assez intéressante sur la prise de risque. Alors moi je suis époustouflé par l'importance du mot risque dans la culture française. Le risque c'est cette espèce de monstre poilu, hirsute, diabolique jusqu'au bout des ongles qui en fait légitime qu'on fasse rien. C'est le risque, ça explique ou ça donne une raison d'être à notre immobilisme et à notre conservatisme. En fait le risque ça peut être dompté, le risque c'est pas grave. Le risque, sa définition technique, c'est quoi? C'est juste la probabilité qu'un danger se réalise. En fait, c'est une mesure ou une perception de l'inconnu de l'avenir. Moi, je pense que c'est pas grave du tout. Et d'ailleurs, le risque fait partie du quotidien de tous les entrepreneurs. J'aimerais que ça fasse partie du quotidien de tous les Français. Je voudrais juste dire comment je caractérise les entrepreneurs en fonction de la façon dont ils adressent le risque, en fonction de leur réaction face au risque. Il y a 3 types de réactions face au risque quand on est entrepreneur. Et j'espère que ça peut être généralisé. La première, c'est d'être raisonnable. On accepte le risque, on y fait face, on le gère. La deuxième, c'est d'être aventurier. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, c'est excitant. On aime se réaliser face aux défis. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un moteur de vie, c'est un stimulant, le risque. Il y a une troisième catégorie d'entrepreneurs que je voudrais saluer ici. Je ne sais pas si Gilles est ici, mais je pense qu'il en fait un petit peu partie. C'est ceux que j'appelle les visionnaires ou les rêveurs. Ceux, en fait, qui, face à une inconnue, ne réfléchissent pas en termes de risque, mais en termes d'opportunité. C'est un mot qui devrait être beaucoup plus important que risque. Alors, c'est les gens, vous les connaissez, ils viennent vous voir de temps en temps avec une idée un petit peu farfelue ou un plan qui vous paraît totalement abracadabrant, ils vous l'exposent, vous l'analysez, et là vous êtes un petit peu gêné, et un petit peu honnête, vous leur dites « Ouais, ton idée est super sympa, mais pour être honnête, il y a quand même 80% de risque que ça échoue. » Et eux, ils repartent avec un grand sourire, ils se lancent et ils réalisent quand même leur idée, parce qu'en fait, ce qu'ils entendent, c'est « Ouais, ton idée, elle est quand même sympa, mais il y a 20% de chances que ça réussisse. » C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le risque et l'opportunité, c'est les deux faces d'une même pièce, et cette pièce, c'est simplement l'inconnu de l'avenir, à nous de le définir et à nous de jouer. Merci Marc. 3 questions, 3 réponses du tac au tac. Alors on va rester sur le risque. Et en fait, vous avez un peu abordé ma première question lors de votre intervention. C'est en France, est-ce que le capital risque existe encore? La question sera beaucoup plus dure l'année prochaine parce qu'il croise une phase très difficile. Alors le capital risque, déjà, avec mes amis investisseurs, on a décidé qu'on allait le rappeler capital opportunité. Ça s'appelle quand même capital aventure en Amérique. C'est quand même. Aujourd'hui, ça passe une phase qui est très délicate. C'est un des dommages collatéraux de la crise financière dans laquelle le monde est entré par plusieurs étapes depuis 2008. Donc il y a moins d'argent disponible selon certains canaux, mais il existe encore des capitaux risqueurs très dynamiques, très audacieux en France. On commence à avoir une profondeur de savoir-faire en France qui est assez spectaculaire si on la compare en Europe. On n'est bien évidemment pas tout à fait au même niveau que les US, mais ça existe encore en France. Oui, c'est encore très dynamique. Il y a de plus en plus de business angels. Il y a des fonds audacieux, mais il faut remarquer qu'on n'est pas dans la passe la plus agréable que le métier ait connue. Du coup, il y a un lien quand même avec ma seconde question. Vous avez vécu au Canada, vous avez entrepris au Canada, vous avez fait beaucoup de voyages, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous pensez que la France est une terre d'entrepreneurs ? Alors, la France sera une terre d'entrepreneurs ce soir. Ça ne l'est pas encore tout à fait. Moi, ce que je trouve de totalement hallucinant en France, c'est l'immensité des talents, la profondeur des opportunités, la chance qu'on a de vivre dans ce pays. Mais
justement ce spectre du risque qui nous coince, c'est en fait l'immobilisme dans lequel on est. En France, on préfère préserver un status quo que prendre le risque de définir quelque chose de meilleur. En termes de talent, il n'y a aucun doute qu'on est au niveau. En termes de mentalité, on n'y est pas encore. Mais ça change. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes entrepreneurs, avec des étudiants. J'essaie de leur expliquer précisément que le risque c'est pas grave, que même c'est marrant et que non seulement on peut s'enrichir, mais même si on s'enrichit pas, c'est pas le sujet. Le sujet c'est de devenir quelqu'un, de faire face au risque et d'avancer. Et c'est en train d'arriver. Je croise de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gens qui se lancent. Et même le balancier est parti de l'autre côté. Ils connaissent même plus le mot risque et c'est absolument merveilleux. Alors ils vont pas tous faire le Google ou le Facebook de demain, mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont tous vivre une tranche de vie extraordinaire. Ça leur fait du bien individuellement et je pense que ça nous fait du bien collectivement aussi. Ok, merci. Remarque, j'ai une dernière question qui est facile. Est-ce que vous auriez un scoop à nous donner aujourd'hui? Oui, non, j'ai pas de scoop à vous donner aujourd'hui, mais je voulais dire que j'ai rencontré Catherine Destivels. Ah, j'ai déjà dit. Merci beaucoup. Non, Catherine, félicitations. Merci beaucoup, Marc. Félicitations pour votre parcours. Merci Marc.